La Grande École vous présente La responsabilité civile par Frédéric Lévesque. Cours 2. La faute. Partie 1. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième séance de notre cours de droit de la responsabilité civile. La séance d'aujourd'hui va être consacrée en entier au concept de faute, concept central en matière de responsabilité civile. Car, comme on a vu lors de la première séance, pour qu'une personne soit responsable, pour qu'une personne doive être obligée de vous indemniser, ça nous prend une faute, ça nous prend un dommage et un lien de causalité entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'une faute? Comment peut-on définir la faute? Je ne sais pas s'il existe un code civil où on définit la faute. Moi, j'en ai pas trouvé. Personnellement, je n'ai pas trouvé de code où on définit la faute. Le code français n'a pas de définition. Le Code civil du Bas-Canada de 1866 au Québec n'a pas de définition non plus, ni le Code civil de 1994. Donc, les premiers auteurs considéraient que la faute était la violation d'une obligation préexistante. Bref, il y a des obligations et la faute, c'est quoi? C'est de violer une de ces obligations. Mais c'était de déplacer le problème parce que c'était quoi ces obligations-là qu'on ne devait pas violer? Pour d'autres, on a dit que la faute, ce serait un acte illicite. Donc, un acte contraire non seulement aux lois, mais aux usages et à la justice sociale. Bon, ces deux définitions-là n'ont pas été retenues par les auteurs, par la jurisprudence, par les juges. Qu'est-ce qu'on a retenu? C'est que la faute, c'est une erreur, ou plutôt une défaillance de conduite. Donc, la faute, c'est une défaillance de conduite. Donc, le juge, à qui on a donné un très large pouvoir d'appréciation, doit procéder à une comparaison entre le comportement que la personne a eu, d'accord, le comportement de l'auteur du préjudice, versus le comportement qu'elle aurait dû avoir. Donc, une faute, c'est quoi? C'est une erreur de comportement. La personne aurait dû se comporter d'une manière X, mais elle s'est comportée d'une manière Y. Donc, il s'agit d'une erreur de conduite, d'une défaillance de conduite. Mais la question demeure entière. Comment on fait pour déterminer si cette personne a eu une erreur de conduite? On avait deux solutions. On pouvait comparer le comportement d'une personne avec son comportement habituel. En temps normal, la personne agit de telle façon et là, elle n'a pas agi de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle une appréciation in contracto. En latin, en droit civil, il y a beaucoup de latin, vous allez voir. Ou encore, on a dit, on pourrait peut-être plutôt comparer la personne qui a commis un geste, savoir est-ce qu'elle a fait une erreur de comportement, avec une personne, on dit un modèle abstrait, neutre, avec un individu normalement prudent et avisé, ce qu'on appelait une appréciation in abstracto, bref, avec une personne qui a un bon comportement. Bref, avec une personne, pas une personne parfaite, mais presque, c'est d'accord? Une personne neutre, tout ça. Et là, on s'est dit, bon, si on prend le premier modèle, une personne qui agit d'une façon générale très bien, eh bien, pour elle, on va être très sévère parce que le moindrement qu'elle va faire un petit pas de côté, par exemple, le monsieur qui, lui, là, ou la dame maintenant, vous voyez, le droit, la responsabilité civile aussi, c'est un droit qui est quand même ancien. On a beaucoup d'exemples, je vous dirais, qui sont peut-être un petit peu misogynes des fois, parce que ça a été développé dans les années 1800, où la femme était un petit peu opprimée par le droit civil. Donc, si on a une dame ou un monsieur qui ne
non seulement est fidèle à son épouse ou à son époux, mais en plus ne regarde jamais une autre personne de l'autre sexe. Jamais. Et là, une fois, oh, quel beau monsieur ici qui passe, et on regarde, on ne touche pas, on fait juste regarder. On va dire, ah ah, vous n'avez pas eu le même comportement qu'à l'habitude, c'est une faute. Donc, vous voyez, alors que une personne qui est toujours infidèle à son conjoint commet une infidélité, on va dire, ben, il a un comportement normal, il est toujours infidèle. Donc, vous voyez le problème. Hein? On ne pouvait pas comparer le comportement de la personne avec son comportement habituel. Il fallait plutôt voir, il fallait plutôt comparer avec un modèle abstrait. Qu'est-ce qu'une personne, je dirais, normale? Qu'est-ce qu'une personne prudente, avisée, une personne qui a des bonnes mœurs, des bonnes morales? Qu'est-ce qu'une personne comme ça aurait fait dans la même situation? Donc, dépendamment peut-être de nos mœurs, et là, vous voyez, hein, ça va dépendre des fois des sociétés, ça va dépendre des pays, mais bon, si on prend notre exemple, à mon avis, hein, une personne normale peut se permettre d'uniquement regarder une autre personne et dire « Oh, cette personne est jolie », et ce n'est pas une erreur de comportement, ce n'est pas une erreur de comportement. Et pour les aider justement là, dans leur appréciation, les juges ont recours à différents critères, parfois plusieurs en même temps, et les critères, vous allez voir, vont nécessairement varier selon les circonstances. Des fois, certains faits, il y a un critère qui va être plus... ça va être plus utile, le critère va être plus utilisé, il concorde mieux avec la situation. Donc, l'individu, le fameux individu normalement prudent, avisé, la personne raisonnable, prudente, normale, c'est qui qu'on prend le plus souvent, c'est qui qu'on va prendre là, comme comparaison? C'est le célèbre bon père de famille. Donc, déjà, je sais, c'est un petit peu misogyne comme exemple, on y revient. Donc, c'est vraiment le bon père de famille. On dit toujours que le bon père de famille, lui, il va toujours bien agir. Donc, c'est le modèle abstrait d'appréciation d'une conduite par excellence. Le bon père de famille, il agit toujours comme il se doit. Aujourd'hui, on va le définir par une formule un petit peu plus politiquement correcte. On va dire la personne raisonnable. On dit une personne raisonnable. Moi, j'aime pas l'expression personne raisonnable, d'accord? Je trouve que c'est trop abstrait. Qu'est-ce qu'une personne raisonnable aurait fait? Moi, je conserve le bon père de famille ou on va ajouter la bonne mère de famille, tiens, d'accord? Parce que, à mon avis, bon, il y en a qui vont dire « Oui, mais moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant et je suis quand même une personne prudente, diligente, avisée, avec un bon comportement. » Oui, mais mon expérience, ma jeune expérience, m'enseigne que le bon père de famille, la bonne mère de famille, il me semble qu'elle a une petite coche, là, il y a un niveau un peu plus élevé de prudence. Donc, on est dans un 5 à 7 au bureau. Ça, c'est au Québec. En France, on dit un pot. On prend un pot après le travail. Et là, il y a quelqu'un qui va dire hey, est-ce qu'on va en boîte, continuer un peu ça? Est-ce qu'on va dans un bar? Et c'est toujours le père ou la mère qui dit ah non, là, il commence à être tard. Moi, je dois aller m'occuper de mes enfants. J'ai un ami, moi, il m'a dit que quand son fils est né, l'infirmière l'a pris, lui a mis dans les bras. Il dit, ma vie a complètement changé. Là. Il dit, je suis devenu un père de famille. Là. Donc, au moment où on se parle, moi, je ne suis pas père de famille. Donc, voyez-vous, hein, je ne suis pas... mon exemple, bon, il y en a qui vont dire, là, c'est de la discrimination sur l'état social de prendre le bon père, la bonne mère de famille. Non, je la conserve. Et puis, vous voyez, donc, je m'inclus un petit peu. Moi-même, je ne serais peut-être pas le modèle d'appréciation abstraite par excellence, vu que je n'ai pas encore d'enfant. Donc, on conserve le bon père, la bonne mère,
Dans les commerciaux à la télévision, là, remarquez, hein, les dames ont toujours des alliances. Hein. C'est toujours... Et il y a souvent des enfants, la dame qui nous recommande quel papier mouchoir utiliser, quel sopalin prendre. Et puis, les messieurs à la télévision là, qui veulent nous vendre des produits, très souvent, ils vont y avoir des enfants, ils vont avoir des alliances, ils sont mariés. Donc, c'est vraiment notre grand modèle d'appréciation. Car sinon, j'ai un ouvrage que j'ai écrit et je disais, tant qu'à comparer ma conduite à celle de Tintin, hein, une personne qu'on ne sait rien de son état civil, matrimonial, une personne asexuée, neutre, qu'on ne sait rien, bien, j'aime autant mieux prendre l'exemple du bon père ou de la bonne mère de famille. Par contre, pensez pas là, qu'un bon père de famille ou qu'une bonne mère de famille, c'est quelqu'un de parfait. Hein? Il peut se permettre, à l'occasion, quelques petits excès, quelques petites choses. Donc, voyez-vous, là, dernièrement, au Québec, là, c'était la fête nationale des Québécois et la fête nationale du Canada. Un bon père de famille peut prendre de l'alcool lors d'une fête comme ça. Et même, je vous dirais, probablement tous les samedis et tous les dimanches, le bon père de famille et la bonne mère de famille peuvent prendre un petit verre. Et c'est la même chose aussi en France, le 14 juillet, ou lors de vos différentes fêtes nationales, on peut prendre un petit verre. Donc, le bon père de famille, il ne faut pas trop l'idéaliser. Et je vous dirais, je reprends une formule célèbre d'un très grand juriste, véritable légende du droit, Albert Mehran, qui a été avocat, professeur, juge, auteur émérite, et il disait, le bon père de famille, il dit, il conserve toujours son sang-froid. Il dit, mais, il faut lui donner une chance, parce qu'il dit, il faut qu'il ait quand même eu un petit peu de sang chaud au moins une fois dans sa vie s'il est devenu un bon père de famille. Hein? Donc, il peut se permettre quelques excès, le bon père de famille, et même, je vous dirais, il peut même se rendre jusqu'à avoir une relation sexuelle sans préservatif, hein, si il devient un bon père ou une bonne mère de famille. Cela dit, on a des causes là, avec un nouveau partenaire, un bon père de famille, mais un préservatif, une bonne mère de famille aussi. On y reviendra un petit peu plus tard. Cela dit, malgré le bon père de famille, la bonne mère de famille, qui est supposé être un modèle complètement neutre et abstrait, il demeure une certaine part de subjectivité. Et je vous dirais que la conduite, par exemple, d'un médecin, d'un avocat, d'un notaire, va être jugée plus sévèrement que celle d'un ouvrier. C'est certain que dans la vie quotidienne, on va peut-être dire « Ah, un bon père de famille surveille ses enfants comme ça », mais très souvent, la personne qui va commettre un préjudice va le causer alors qu'il est en train d'exercer son métier. Et on va avoir tendance, là, le bon père de famille, la bonne mère de famille va s'effacer derrière le médecin prudent et diligent. Qu'est-ce qu'un médecin prudent et diligent aurait fait? Qu'est-ce qu'une avocate prudente et diligente aurait fait? Qu'est-ce qu'un bon notaire de famille? Qu'est-ce qu'une bonne notaire de famille aurait fait? Et qu'est-ce qu'un ouvrier prudent et diligent? Qu'est-ce qu'un bon ouvrier de famille aurait fait? Et on va avoir tendance à être moins sévère avec l'ouvrier, le bon ouvrier prudent et diligent de famille, qu'avec, par exemple, un médecin prudent et diligent ou un policier prudent et diligent. Donc, il y a quand même une certaine part de subjectivité qui va demeurer, malgré qu'on essaie d'être le plus abstrait possible. Quelques applications jurisprudentielles là, du bon père de famille, eh bien, dans une décision récente, on avait un homme qui devait s'absenter la nuit pour son travail. Et il laissait ses enfants dormir tout seuls dans l'appartement. Déjà, moi, il me semble que ça m'hérisse un petit peu. Et en plus, il n'y avait pas de détecteur de fumée dans l'appartement. L'appartement, le feu a été incendié. Et le juge a très bien dit, écoutez, un bon père de famille qui s'absente la nuit se doit d'avoir un détecteur de fumée. Donc, le fait de ne pas avoir installé de détecteur de fumée, il s'agit d'une faute. Je vous dirais que des exemples comme ça, je pourrais vous en donner 100 000, hein, mais j'attire votre attention sur le fait que le critère, il conserve encore aujourd'hui une certaine connotation morale, d'accord? On a un bon exemple dans une décision où une mère de famille avait mis la main
sur une série de courriels, de courriers électroniques, de mails pour nos amis français, échangés entre sa fille de 14 ans et son entraîneur de volley-ball de 30 ans. Et c'était des courriels où il y avait de la connotation sexuelle un petit peu. Donc, la dame a téléphoné à la police. Et le monsieur, l'entraîneur, a perdu son emploi et il poursuivait la dame ensuite, poursuivait la mère en disant que c'était de sa faute s'il avait perdu son travail. Et le juge dit clairement qu'une bonne mère de famille qui a une jeune fille de 14 ans met la main sur une série de courriels à connotation sexuelle d'un entraîneur de volley-ball de 30 ans. C'est un comportement normal et avisé de téléphoner à la police. Autre cas, quand je vous disais, là, ça conserve une connotation morale, on avait un stagiaire dans une école secondaire, dans une école, si on compare avec la France, je vous dirais un lycée. Donc, dans un lycée, le stagiaire regardait de la pornographie dans le local des ordinateurs de l'école. Donc, on a immédiatement mis fin au stage du jeune homme et justement, on nous a dit que le directeur d'école qui avait mis fin au stage, il a agi comme un bon directeur de famille, qu'un stagiaire qui regarde la porno comme ça à l'école avec les ordinateurs de l'école, eh bien lui, c'est vraiment pas un bon stagiaire de famille et il ne fera pas un bon professeur de famille.